l'avis qu'on a publié le 31 décembre, en fait, c'était un avis qui reprenait un petit peu les indications de protection respiratoire chez les personnels de soins. On voit qu'il y a beaucoup de discussions autour de la recommandation du masque FFP2 pour tous les personnels de soins et même au-delà, même dans la population générale avec quelques modèles aussi d'autres pays européens qui ont adopté cette mesure. Et donc, il nous paraissait essentiel que la SF2H mette à jour ces recommandations qui ne sont pas les premières sur le port de masque, mais mette à jour ces recommandations sur la protection respiratoire des personnels hospitaliers et des établissements médico-sociaux. Pour autant, dans le cadre de cette protection respiratoire et du risque aéroporté de transmission du virus, il nous paraissait essentiel de pouvoir un peu approfondir les autres paramètres qui doivent être pris en compte par rapport à ce risque air ou aéroporté et qui sont les conditions environnementales. Avec Yolène, on a proposé au conseil scientifique finalement de rédiger plutôt un argumentaire scientifique, alors qui n'est pas exhaustif, mais qui reprend les principales publications sur le sujet pour replacer aussi le contexte environnemental et la sécurisation de l'environnement pour limiter justement les situations, déjà pour cibler, pour identifier les situations qui sont à risque de concentration virale, donc de haute densité virale dans l'air, de manière aussi à pouvoir évaluer le risque finalement sur le terrain. Pour moi, la note complémentaire, elle a pour objet finalement de donner des clés pour chaque équipe opérationnelle d'hygiène pour évaluer le risque en fonction de ses propres contraintes environnementales en termes de degré de confinement finalement des locaux avec le renouvellement de l'air, la possibilité d'aérer, la possibilité de modifier les systèmes de traitement d'air pour améliorer le renouvellement de l'air, voir s'il y a une pertinence à se doter de systèmes mobiles de traitement d'air, sachant qu'on a quand même peu de recul par rapport à ces dispositifs, et puis la place aussi des capteurs en CO2, puisque finalement on voit que dans les ERP, on a tendance à proposer des capteurs en CO2 pour avoir une idée du degré de confinement d'une pièce, avec toutefois l'interprétation de ce taux de CO2 qui est à pondérer avec le fait de porter un masque ou pas, puisque quand on porte un masque, on va quand même libérer du CO2 et ça ne va pas être forcément le reflet du risque de contamination virale. Enfin, le lien n'est pas forcément... la corrélation n'est pas directe, en fait. En fait, dans la vie, c'est vrai qu'il y a un moment où on parle des indications du FFP2 qui peut finalement aller au-delà des AGP, par rapport justement à cette contrainte environnementale, et on a mis les différentes situations et on le voit notamment avec Omicron, puisqu'on sait que son R0 est beaucoup plus élevé et que donc potentiellement il y a aussi un risque de transmission qui est potentialisé. Et on l'a mis parmi les indications, on a mis les situations dans les secteurs de soins qui prennent en charge des patients Covid et pour lesquels le traitement d'air est locaux, pour lesquels la ventilation n'est pas conforme en fait avec la réglementation. Et c'est vrai que normalement les secteurs de soins doivent avoir une ventilation conforme, mais en pratique on peut le voir sur le terrain et en fonction justement des contraintes architecturales de nos différents hôpitaux ou nos différents secteurs, on peut avoir des locaux anciens et pour lesquels finalement le traitement d'air n'est pas conforme à la réglementation. Et donc dans ces situations-là, c'est vrai que si on a beaucoup de patients Covid, on a forcément une charge virale plus importante et si le renouvellement d'air n'est pas bon, ça peut être une indication à porter un FFP2 pour se protéger en fait. Et comme ça, on ne pouvait pas le mettre dans l'avis, tout cet argumentaire, ça allait alourdir l'avis. On trouvait que c'était important de pouvoir donner des clés d'interprétation par rapport à cette recommandation en fait. En fait, comme l'a très bien dit Sarah, c'est vrai que du coup, la note complète l'avis vraiment pour la partie environnement et pour la notion de ventilation insuffisante, c'est la formulation qu'il y a dans l'avis des locaux dans les secteurs Covid. Donc, ça va permettre justement de faire cette analyse et d'identifier les différents points sur lesquels il faut avoir une vigilance dans les secteurs Covid pour s'assurer qu'il y a un bon renouvellement d'air. Mais encore une fois, comme l'a dit Sarah, en principe, dans les établissements de santé, on a quand même des normes déjà qui sont en place. La note complète l'avis sur tout ce qui va être environnemental. Et l'avis est là pour remettre à jour les connaissances et refaire le point sur la protection respiratoire, notamment des soignants, avec un petit focus qui me tient un petit peu plus à cœur, mais tout ce qui est de la protection oculaire, et ça c'est plus par rapport à la troisième question, mais
le fait d'avoir aussi les bons réflexes, on centre beaucoup les débats, et à juste titre, sur masque et FFP2. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier aussi la protection des yeux, et on y pense bien quand on est sur un geste à risque d'aérosolisation avec le FFP2. Mais le masque chirurgical peut, pour certains soins, notamment lorsqu'il y a des projections, être associé à une protection oculaire. En fait, il y a un débat intra-soins et dans la population générale, toujours avec autour du masque, le masque chirurgical ou le masque FFP2. Et c'est certes un point hyper important en termes de prévention, puisque la voie principale de contamination est la voie respiratoire. Pour autant, c'est pas aussi simple en fait. Et il y a aussi d'autres portes d'entrée, et notamment la voie oculaire est particulièrement vrai dans les soins. Et finalement, on a quand même, je trouve, on commence à avoir quand même pas mal de recul en termes de contamination des soignants. Et ce qu'on constate, c'est qu'à l'hôpital et dans les établissements médico-sociaux, dans la majeure des cas, les agents ne se contaminent pas auprès des patients Covid. En fait, ils se contaminent entre eux ou en extra-hospitalier. Et par contre, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des cas de contamination d'agents parce qu'ils n'ont pas eu la protection oculaire. Donc c'est vrai qu'il faut faire évoluer les recommandations par rapport au masque, et avec justement arrêter de tout, d'avoir une vision très tranchée et très catégorisée en fait entre transmission gouttelette ou transmission air. Finalement, les deux se rejoignent. Donc du coup, après, c'est plus d'avoir une évaluation plus globale du risque de manière à adapter la recommandation, mais sans pour autant négliger les autres mesures de prévention. Et passer au FFP2 pour tous, ça va pas permettre de régler le problème des contaminations par voie oculaire. Ça va pas régler le problème de contamination des agents quand ils font leur pause entre eux et qu'ils ne portent pas de masque. Et donc, c'est important de rester bien ouvert sur l'ensemble des autres mesures et de ne pas juste se focaliser sur ce masque, sur cette protection respiratoire. Pour compléter après justement par rapport à ce que disait Sarah, le fait qu'effectivement les professionnels de santé se contaminent principalement entre eux, mais au moment des pauses, parce qu'on le sait très bien, au niveau des locaux hospitaliers, les locaux de pause, les offices ne sont pas forcément adaptés en termes de taille. Et mine de rien, dans l'organisation des soins, les équipes se posent entre guillemets pour manger à peu près au même moment, donc c'est compliqué en termes d'organisation des soins de se poser chacun son tour pour manger. Donc forcément on se retrouve avec des situations à risque, avec des professionnels qui ne sont pas masqués, et avec une circulation de plus en plus importante en communautaire, forcément ça arrive aussi au niveau des agents, et on est aussi exposé auprès des collègues. Et c'est vrai que du coup c'est important de rappeler ces messages-là, et dans la note en fait on insiste un petit peu sur ces moments aussi quand on n'est pas masqué, et où effectivement il faut essayer de s'organiser. C'est pas évident, on le voit depuis 2 ans, c'est compliqué de s'isoler pour manger, c'est compliqué de ne pas manger trop nombreux, mais ça fait partie des moments qui sont le plus à risque finalement pour les soignants. Parce qu'auprès des patients, on se protège bien, même si parfois il y a quand même des petits points à améliorer, notamment la protection oculaire, et pour prendre en compte aussi les équipements de protection, enfin les masques. Il y a les masques et les FFP. Pour les deux, est-ce qu'il est bien adapté au visage, etc. Donc il y a tous ces points-là à voir. Mais il ne faut pas oublier que la majeure partie des contaminations, ça reste entre professionnels dans des situations où on n'est pas masqué. Il y a beaucoup de mésinformations, il y a beaucoup de messages qui diffusent et qui apportent de la confusion. Je pense qu'on a en général la confiance du terrain, l'équipe d'hygiène. Donc du coup, on est là pour relayer les recommandations de la CF2H qui sont au fait de l'actualité et de l'argumentaire scientifique disponible. Donc du coup, je pense qu'il ne faut pas hésiter à revenir vers les professionnels d'hygiène en fait, de vos secteurs s'il y a des questions, des choses comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de confusion qui nous amène en fait à pas avoir les bons réflexes sur le terrain. C'est-à-dire que quand on va prendre en charge un patient qui n'est pas masqué, le réflexe, c'est pas forcément de mettre un FFP2 s'il n'y a pas d'aérosolisation, ce serait plutôt de mettre des lunettes en plus de son masque chirurgical. Et c'est vrai que du coup, tous ces messages-là, ils sont complètement noyés par de la mésinformation. Donc c'est important de faire passer les bons messages et du coup d'aller vers les bonnes personnes pour récupérer les bons messages.